s'attaque à un tout nouveau projet de restauration et pour la première fois pour la chaîne Arcade-moi ça, c'est une pinball. Il s'agit en fait d'une Joker Poker. C'est une machine électronique mais qui a été aussi produite à très petit nombre d'exemplaires aussi électromécaniques. Ce qu'on a ici, c'est une machine qui a subi d'énormes ravages d'eau, qui a dû en fait traîner dans un sous-sol ou une grange extrêmement humide. Et je ne sais absolument pas pourquoi il manque carrément 2,5 pouces à la planche du dessous, mais il va falloir refaire ça. Et j'ai d'ailleurs déjà la planche en question, déjà taillée, prête à être installée. Pour être capable de faire une solidification structurelle de la machine comme ça, il va falloir que j'enlève carrément toute la portion du devant ici. Alors je vais tout démonter ça pour être capable après ça de glisser la planche, solidifier tout autour et puis par la suite réassembler le devant de la machine. Une fois que ça va être fait, je vais être capable de mettre la machine sur les pattes et de faire par la suite toute la restauration du playfield. Et une chose importante à mentionner, je n'aurai aucune restauration de board à faire car on a fait l'investissement judicieux d'acheter le board tout en un de Pascal Janin, qui est un Européen qui a refait toute l'ingénierie d'un board électronique de Gottlieb System 1. Et ça permet en fin de compte d'éviter tous les problèmes électroniques par la suite, ce qui est vraiment un très gros plus considérant que les systèmes électroniques System 1 de Gottlieb, c'est vraiment pas les plus fiables qui ont été faits sur Terre. Alors voilà, ça fait que là je vais commencer par mettre la machine à terre, enlever le playfield, tout ouvrir et après ça enlever le devant. Le cabinet est maintenant complètement dénudé de tous ses appareils. Alors tout le système électrique a été enlevé ainsi que le système de métallophone, l'interrupteur et puis le knocker. J'ai mis le playfield sur le côté ici. On va s'y attaquer vraiment plus tard, ainsi que la tête. Pour l'instant, je vais popper le cap de ça vers le haut pour être capable de glisser la planche, la vieille planche vers l'extérieur et pouvoir mettre la nouvelle. Et je vais en profiter pour vous montrer aussi. Je voulais en profiter pour vous montrer aussi le système électrique en personne que j'ai enlevé qui va subir un nettoyage complet. Alors, je vais tout dévisser, nettoyer et réinstaller, m'assurer que toutes les soudures sont solides, que les ponts diodes, tout est bon, que le power fonctionne bien pour repartir sur des bases solides, ainsi que les connecteurs au besoin. Je ne dis pas que je vais refaire tous les connecteurs, mais je vais au moins, comme il faut, bien toutes les nettoyer et changer les connecteurs qui sont plus oxydés au besoin. Le panneau avant a été enlevé non sans heurts. Et puis ça m'a permis de faire glisser l'ancienne planche vers l'extérieur qui se trouve ici. Je vais devoir refaire ce genre de petit trou pour l'interrupteur sur la nouvelle planche qui est juste là. Préalablement, je vais lui faire une petite teinture protectrice couleur noyer parce que c'est ce que j'ai sous la main. Alors je vais mettre une petite teinture vernie pour éviter que l'humidité puisse se réattaquer à cette planche-là. Le panneau avant a quand même souffert lorsqu'il a été retiré parce qu'il a tellement pogné l'humidité qu'il n'avait plus aucune qualité structurelle. Alors vous voyez ici, les morceaux ici ont tous popé un après l'autre. Et là, j'ai réussi en fin de compte à récupérer tous les morceaux dans le but de réassembler ça. Alors je vais avoir besoin de mes amis colle à bois et serre joints ici pour appliquer la pression suffisante pour reconstruire tout ça et y redonner un petit peu plus de force. Bon, on est prêt à réassembler tout ça. J'ai fait un ménage, un bon nettoyage, dépoussiérage du plateau électrique de la machine sans avoir été trop en profondeur, c'est-à-dire tout dévisser, nettoyer, même jusqu'à assembler la planche. Ça fait quand même une bonne différence avec ce que c'était. On voit enfin de la couleur, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc ça fait beaucoup de bien. J'en ai profité pour nettoyer aussi le plunger et de même buffer un peu le pommeau parce qu'il était très graffiné. Fait que, hein? On utilise un papier sablé 400, après ça un petit papier sablé 1000. C'est pas une machine qui est orientée pour un collectionneur, en fait, c'est une machine pour le McFly. Donc une machine qui va être libre de jouer gratuitement sur consommation. Et puis dans ce cas-ci, on veut une machine qui est en ordre, qui joue bien et qui est quand même propre sans être hyper impec. Alors ça, c'est des plateaux qui vont dans les coins pour recouvrir les vis qui tiennent les pattes. Ça, c'est la plate d'interrupteur. Justement, ça, c'est justement les petites plates dans lesquelles les vis de pattes se vissent. Ce que je tiens ici, c'est l'assemblage du knocker. Ce qu'on appelle le knocker, c'est en fait le coil qui active une rod de métal qui va cogner en fait sur l'assemblage de métal ici, qui va signaler au joueur qu'il a gagné une partie gratuite. Et ça fait un méga gros bang. Alors ce que j'ai tout de suite remarqué, c'est que la pièce de métal était complètement
prise au piège dans l'enveloppe de plastique du coil qui a vraiment gonflé et chauffé. Je te le vérifier, c'est pas la diode qui était sautée, mais il y a vraiment eu un court-circuit sur le transistor original qui a fait sauter ce coil-là. Et puis, ce que j'ai décidé, c'est de le retirer finalement, et on verra plus tard si c'était ça qui causait un des problèmes sur la machine. Si c'est le cas, je serais très content d'avoir identifié le problème aussi rapidement que ça. Et puis, éventuellement, on en retrouvera un nouveau coil à remplacer pour en mettre là, pour que la machine puisse stocker comme auparavant. Alors, cette pièce-là était complètement rouillée sur le dessus et sur la poignée ici. Oui, croyez-le ou non, c'était complètement rouillé. J'ai utilisé un papier sablé grain de sang. Et puis après ça, j'ai passé la petite mousse SOS là-dessus. Ça lui a donné un petit éclat de jeunesse. Sans aller vraiment complètement maniaque, c'est vraiment une méga upgrade face à ce que c'était avant. Même chose ici avec l'assemblage du métallophone qui était pas rouillé, mais franchement plein de petites usures de verre de gris. Donc, encore une fois, simplement avec le SOS, ça lui a redonné un beau petit coup de shiny. Même chose avec la lockdown bar, qui avait quand même une bonne quantité de rouille. Maintenant, elle est quand même assez shiny frostée, qui avait quand même aussi beaucoup de taches de peinture. Il y a quelqu'un qui a fait de la peinture chez eux, puis il a refait son plafond blanc, puis ça a apparu sa lockdown bar. Même affaire avec la porte, qui était quand même pas mal sale. Alors, gros nettoyage au SOS pad. J'en ai passé des pads SOS un matin, là, on va dire. Fait que la corn door est quand même pas pire nettoyant. En arrière, coup de guenille, petit nettoyage vraiment en surface. C'est déjà beaucoup mieux de ce que c'était avant. Cette machine-là a vraiment eu la vie dure. Et puis, j'ai terminé en fait de coller les pièces de bois du mieux que j'ai pu. Et j'ai surtout resolidifié le tout en mettant des vis en arrière. C'est sûr que j'aurais pu refaire une planche complètement neuve. C'est pas une pièce très très difficile à usiner, mais ça aurait un peu juré d'avoir une pièce complètement neuve à l'avant, alors que les côtés, eux, auraient été avec leur bon vieux aspect vintage. Alors, je préférais tout simplement solidifier, recoller le délaminage du contreplaqué qui était quand même pas mal à grandeur. C'est pas parfait, mais elle va être très solide et c'est ce qu'on veut. Alors, première étape, on s'amène vers le cabinet qui va recevoir le nouveau panneau. Le panneau avant est fini de solidifier et le fond de la caisse est maintenant installé. Je me suis même permis des renforts supplémentaires, même des vis ici qui passent à travers une des planches transversales de l'autre côté. J'ai récupéré la pièce de bois de l'ancien panneau qui sert de trou pour l'interrupteur et je l'ai vissé ici. Voilà. Alors si on regarde un petit peu là, qui a été complètement nettoyé, grossièrement encore une fois, enlever le plus gros, pas virer fou. J'ai rajouté des renforts de métal de chaque côté plutôt que les petites équerres en bois. Alors on voit ici à l'origine c'est des équerres en bois comme ça. Je voulais justement vous montrer que je viens de m'usiner des petits coins en bois justement pour aller les repositionner dans le coin du cabinet ici parce que ceux-ci servent en fait de support pour cette fameuse plaque de métal dans laquelle viennent se visser les bottes des pattes. Et parlant de pattes, je suis rendu au bout le plus dol que je déteste toujours à chaque fois que j'ai à restaurer une machine à boules, c'est-à-dire nettoyer les pattes. Mais c'est pas tant le nettoyage des pattes que d'avoir à enlever les anciens leg levelers. Si quelqu'un a un truc qui me permet d'enlever ça rapidement sans trop d'effort, je suis prêt à l'entendre parce que le fameux truc de mettre de la WD-40, laisser tremper ça. Je suis désolé là, mais ces pattes-là, là, à chaque fois, il va peut-être en avoir une qui va vouloir suivre assez facilement, mais je vous garantis que j'en vais en avoir au moins 3 à me battre. C'est atroce d'avoir à dévisser ça, puis normalement, là, tu peux te pogner là, sur le bout ici de la patte pour mettre une paire de pinces qui va te permettre d'avoir de la force, mais très rapidement, tout ça devient complètement strippé, puis tu n'as plus de poigne à nulle part, puis regardez l'état de cette botte-là. Là. Ça fait que ça me prendrait vraiment un traitement professionnel pour être capable. En fait, le best, il faudrait carrément que je la scie avec la scie à fer ici, puis dévisser par là-bas. Parce que c'est complètement irrécupérable de toute façon, comme leg leveler. Bref, une étape super plate, mais qui va faire une belle différence une fois que ça va être shiny, parce que des belles pattes chromées, ça flash. Et c'est là-dessus qu'on embarque.
j'ai décidé de ne pas m'acharner plus que ça sur la saga des pâtes pour l'instant en essayant un bon vieux truc de grand-maman, c'est-à-dire laisser tremper tout ça dans le vinaigre. Alors, une bonne journée, peut-être deux, vont peut-être être suffisants pour déloger les bottes et me permettre de retirer les anciens leg levelers rouillés. Donc, ça va mettre un peu le projet sur pause tant que les leg levelers ne sont pas enlevés, mais j'ai pas envie de forcer plus que ça. Bon, après avoir mijoté dans le vinaigre toute la nuit, je me suis fait un super setup de muerte solidifié parce que c'était pas assez pour que je puisse forcer de deux mains pour être capable de le dévisser. Donc, j'ai vissé mon étau dans mon établi et puis en forçant comme un dieu donné, j'ai réussi à en dévisser une. Et voilà, petite victoire ce matin. Plus que 3 autres. Après un combat acharné, après ces satanées pattes rouillées, j'ai su me sortir victorieux et réussir à enlever chacune des pattes rouillées, incluant celle qui m'a pété dans les mains parce qu'elle était juste trop rouillée. Alors j'ai dû la finir avec la mèche à perceuse et le ciseau à métal pour être capable d'enlever le restant qui était pogné dans le socket. Et maintenant, c'est le temps de se faire aller le pad. Et là, quand je dis de se faire aller le pad, je parle du SOS pad. Alors, sans y aller hyper ultra trop hardcore, je vais mettre ce que j'appelle le 80-20, donc 20% d'effort pour 80% de résultat. Alors, un petit avant-après, juste pour voir la différence, en fait, quel bien ça fait de passer au petit SOS. Alors, ici, on a une pâte originale. Ici, on a une pâte qui a subi les ravages du temps et de la rouille. Et ici, on a une pâte qui était sensiblement dans le même état, qui vient de passer sous le pad SOS. Et j'ai donné aussi un coup de papier sablé grinçant pour enlever... Grinçant. C'est grinçant? Non, en fait, grain numéro... Ah, en fait, j'ai utilisé du 50. Alors, papier sablé, grain numéro 50 pour enlever le plus gros. Après ça, finition avec le pad. Alors, on voit quand même une très nette différence entre les deux. Les pattes sont finies de shiner. Il y a encore des petites piqûres dessus, mais rien de très apparent si on ne se colle pas le nez dessus. Bref, très content de ce que ça donne. C'est maintenant le temps de les installer sur le cabinet et de remonter cette machine et de la faire rejaillir à nouveau. Les deux premières pattes sont installées. J'en ai profité aussi pour mettre une petite couche de WD-40, juste pour éviter que la rouille puisse reprendre éventuellement sur les pattes. Donc, ça fait une petite couche protectrice qui est non négligeable sur le métal. Remarquez le beau petit fini contreplaqué rouge, c'est un addon. J'ai acheté une feuille de contreplaqué de 3,8 au Home Depot, puis il y avait un côté qui était rouge. Je vois que ça fit un petit peu avec le côté du cabinet. En plus, ça fait que c'est pas dégueu. Là, ce que je veux montrer, c'est comment je m'y prends quand je monte une pinball. Ça a l'air niaiseux, mais quand tu le sais pas, tu te poses des questions. Alors, en premier, je mets toujours les pattes, je mets la machine sur le dos. Je mets les pattes d'avant en premier. Je penche la machine. Comme cela. Je m'assure d'avoir quelque chose de solide et d'assez haut pour être capable d'asseoir la machine dessus. Comme ça. Et c'est toujours une bonne idée d'avoir les pattes à portée de la main. Ce qui fait qu'après ça, c'est beaucoup plus simple d'installer les pattes arrière en ayant la machine complètement stable comme ça. Donc, c'est la méthode que j'ai trouvée qui est la plus simple. Si vous voulez vous enlever du poids et que ça soit facile à déplacer, ben, vous pouvez enlever le playfield si c'est une machine à boule électromécanique ou début électronique. C'est sûr que si vous avez une machine alphanumérique ou DMD, c'est plus de job à enlever un playfield. Avant de mettre la tête et le playfield, on finit de mettre tout ce qui est habillage du cabinet. On va mettre l'électricité, on va mettre la coin door. Bref, on habille tout le cabinet, puis après ça, on va mettre la tête. L'installation électrique est maintenant terminée. Je me disais, ah, enfin, j'ai fini, je peux passer à d'autres choses. Mais j'allais oublier le détail important, c'est-à-dire les boutons de flipper qui je dois aller nettoyer. Mais avant toute chose, je voulais vous mentionner, si jamais vous vous lancez dans un travail de ce genre-là, prenez des photos si vous ne pensez pas pouvoir travailler sur le projet dans un délai assez court. Parce que, par exemple, moi, ça fait juste 2 jours que je suis là-dessus, j'ai travaillé là-dessus hier, je me rappelle exactement où est-ce que va chaque fil et chaque vis. Évidemment, ce n'est pas un système très compliqué, mais je me suis déjà trompé.
Donc, si jamais vous espacez votre travail d'une semaine ou deux, ça se peut que rendu à la deuxième semaine, vous ne saviez plus exactement où est-ce que quel bouton ou quel fil va. Alors, prenez des photos. Regardez-moi ces beaux boutons dégueulasses, tout plein d'accumulus, de sueur, de phalanges, de paumes, de nerd, de geek. Alors, ça va faire du bien de nettoyer ça parce qu'après tout, les boutons, c'est notre contact avec la machine. C'est ce qu'on utilise pour témoigner toute notre vigueur et notre agilité à la bille de métal. Donc, ça vaut la peine de passer le temps de tout nettoyer ça et de mettre ça dans un état impec. Et bien voilà, ça fait une super différence, encore une fois. Alors, une fois tout assemblé, on a droit à un bouton qui est sensiblement comme neuf. Ne pas oublier que ce qui offre l'effet ressort après le bouton, c'est la lamelle qui fait le contact du flipper. Donc, il n'y a pas de ressort dans ces boutons-là. Et puis, il est très clean. Et pour ceux qui se le demandent, qu'est-ce que j'utilise pour nettoyer mes plastiques, je commence, j'ai un petit penchant pour les produits du Canac Marquis. Je commence avec le un excellent nettoyant, l'équivalent d'un Airtel, mais je pense presque plus puissant encore, parce que franchement, il fait du décapage en profondeur très rapidement. Par la suite, si vraiment il y a le besoin, parce qu'il y a vraiment des gommes ou des trucs extrêmement collants, très tenaces, j'utilise le dégommeur. Faire attention cependant, surtout sur des plastiques transparents, ça peut carrément affecter le côté lustré, ça peut décaper un peu le plastique et y donner une allure frostée. Alors c'est à éviter, surtout sur les plastiques transparents. Mais sur la majorité des autres produits, entre autres comme le métal, ça va faire parfaitement bien. Et après, je finis avec du Windex, simplement pour enlever le film graisseux qui peut être laissé par l'utilisation de ces deux produits-là. Donc ça remet vraiment la pièce extrêmement lisse et le fun à toucher, parce que sinon, quand le fini graisseux, c'est pas agréable. Allez, on réinstalle ça. Il manquait un détail plutôt important quand même. La corn door qui est maintenant installée. Alors là, on peut vraiment dire que tout a été nettoyé et réinstallé. On est bel et bien rendu à monter la tête sur le cabinet. Et là, pour cette étape-là, j'ai pas beaucoup d'autres trucs de forcer en choquer. Je vais quand même montrer leur barre de bois ici qu'il a fallu que je solidifie parce qu'il était très slack. Quand on dit que cette machine-là a eu la vie dure, il n'y a pas un pouce carré qui était sale, frotté ou slack ou rabiboché. L'ancien propriétaire a mis des blocs de bois qui a vissé ici pour être capable de faire tenir le frame ici. Ah, je suis désolé, j'enlèverai pas ça, là, ça tient, c'est collé au bout. Ça impliquerait qu'il faudrait que j'en refasse un autre complètement là, si je voulais vraiment me débarrasser de ce petit patchage de bois là. L'important c'est que c'est suffisamment solide pour que la tête puisse s'installer dessus. La tête est installée sans trop de difficultés. J'en ai profité pour réinstaller tous les connecteurs qui vont à la tête. On est maintenant rendu à réinstaller le playfield et le reconnecter. Remettre le playfield en place, c'est pas très difficile. On le soulève et on l'installe sur les armatures de métal. On a donc beaucoup de connecteurs installés. Vous voyez ici, j'ai fait un petit setup où la tête est ouverte pour avoir accès au board. Tout ça a été résumé en un seul et unique board, extrêmement stable, qui fait pour toutes les machines qui ont été construites avec cette technologie-là. Pour reconnecter, on se fie en fin de compte au numéro qui est sur chaque connecteur pour savoir, comme par exemple, lui c'est le A3J5. C'est assez facile de tout reconnecter parce qu'il y a des détrompeurs sur chaque connecteur qui évitent de mettre le connecteur à l'envers ou à la mauvaise place. Il reste maintenant à connecter l'alimentation du playfield au connecteur d'alimentation du fond de la caisse. Une des problématiques qui est particulière à cette machine-là, c'est entre autres l'énorme banque de drop target qui est activée par deux coils. J'ai déjà changé celui-ci récemment parce que l'ancien était complètement brûlé et fondu. Alors un nouveau a fait du bien. Je vais vérifier celui-là, c'est peut-être sa diode qui est court-circuitée. Sinon, je vais aller voir un peu plus loin à certains endroits, comme par exemple, on voit qu'il y a eu des manipulations, des hacks qui ont été faits plus ou moins legit sur certains coils. Donc je vais m'assurer en premier que chaque diode est bien correcte sur chaque coil, parce que le problème peut survenir d'un coil qui est shorté à cause de sa diode. En faisant le tour de mes diodes, je me rends compte que celle-ci était carrément dessoudée de sa papate. Alors, est-ce que c'est vraiment elle la fautive? On va commencer par la changer en espérant que oui. Bon, ben c'est le festival de la diode pétée. Une fois que j'ai ressoudé celle-là, je me suis rendu compte qu'elle était carrément manquante. Alors, j'en ai rajouté une. Ainsi que celle-là aussi qui était manquante. Donc, 3 fixes de diode sur les 11 coils, c'est quand même pas banal. Je continue mon investigation. En fait, je pense que je vais essayer de faire un démarrage, juste pour le fun. Qu'est-ce que ça me dit en ce moment?
qu'est-ce que la machine me dit en ce moment si on fait un démarrage? Alors, on dit que c'est le P1X4 jeu C Joker Poker. Slam. Bille, auto, bobine, 789 test. Ok. Ce qui est vraiment cool avec ce board-là, c'est qu'il te fait un test dès le départ du fonctionnement de la machine. Il vérifie toutes les coils l'un après l'autre. Là, évidemment, il m'a donné le message d'erreur qu'il n'y avait pas de bille. Il m'a donné peut-être des messages d'erreur de bobine. Il va falloir que je vérifie justement est-ce qu'il faisait juste dire je les teste ou il était carrément défaillant. Rapidement, comment j'ai réglé le problème de Slam Tilt? Ben, il était tout simplement pas connecté. Alors, j'ai reconnecté le Slam Tilt qui est en fait le système de tilt qui réagit si on donne un énorme coup sur la machine à boules vers l'avant. Ça va entraîner la bille ici et ça va aller faire le contact avec la switch ici. Donc, cette switch-là n'était pas, vu qu'elle n'était pas connectée, le courant ne se passait pas d'un fil à l'autre. Donc, l'ordinateur voyait tout le temps une ouverture dans la switch et il disait erreur de Slam Tilt. L'autre fil qui n'était pas connecté, c'est celui-là qui fait en fait compte le lien entre le ground de ce panneau-là et le ground de celui-ci dans le cas où le pendule fait un contact si jamais on brasse trop la machine. Si jamais on brasse trop la machine, il y a un tilt qui va se créer. Là, mes prochaines investigations que je me suis rendu compte, parce qu'en mode de test que je me suis rendu compte, c'est que le coil ici ne s'active pas, reset pas la banque de drop target des rois. Des rois, quand je parle de rois, c'est les kings ici. Là. Alors, cette banque de drop target là ne s'active pas, ce qui fait qu'aussitôt qu'il y a une target de descente, si on descend toutes les targets, il va toujours avoir du pointage qui va s'accumuler, ce que j'avais tantôt comme problème. Et ici, les trois coils qui font la musique s'activent, mais très faiblement. Pas suffisamment fort pour être capable de faire un son. Tout ce qu'on entend, c'est l'activation du coil. Le petit shaft ici, il y a un petit shaft, il y a trois coils avec un shaft à l'intérieur. Et quand il s'active, ça fait monter le shaft et ça fait le son. Sauf que dans ce cas-ci, vu qu'il n'est pas assez fort, on n'entend pas le son, ce qui est assez dommage. Donc, pour le fun, je vais mettre la bille. Je vais démarrer une partie. Bonk. Alors, vous entendez là, toc 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 toc, ça devrait être en fait le métallophone qui fait le bruit. Alors si on, vous entendez? Là, je vais comprendre pourquoi non plus j'ai pas de pop bumper. J'ai du slingshot, mais j'ai pas de puissance dans les pop bumpers. Ok, il faut que je comprenne aussi pourquoi. Alors, peut-être que ceux-ci ont un lien avec ce coil-là. Est-ce qu'ils sont pris en circuit ensemble? C'est probable. Alors, c'est ce que nous allons voir. Alors, petit test pour vous montrer, entre autres, les pop bumpers. Je pensais qu'il y avait un problème de coil, mais finalement, c'est les contacts qui sont juste atrocement sales. Il faut vraiment appuyer hyper fort sur la switch pour que ça fonctionne. Même chose ici, vous voyez. Hein, vous dites, ben voyons, il y a un problème de coil. Et non, c'est juste, il faut vraiment appuyer. Là, il faut que j'y aille manuellement par en dessous pour l'activer. Ok, ce qui veut dire que c'est vraiment ma switch qui est sale. Donc ça, c'est cool. Ok, la résolution de problème avance bien. Alors, comme je le pensais bien, en réinversant les shafts des chimes, j'ai réussi à régler le problème de son. Lui, il fonctionne bien. Il me reste encore à réviser la switch de celui-là, qui ne fait un mauvais contact. Mais en somme toute, on a nos super cloches qui sonnent. J'ai toujours pas réussi à régler le coil d'activation de la banque de target des rois. Ok. Bon, là, on va voir un peu ce que j'ai fait comme cheminement. Pour la résolution d'un coil qui ne marche pas, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai renettoyé comme il faut le contact. Je l'ai replié pour qu'il fasse encore un contact plus franc sur le board. Et c'est pas ça le problème. Alors, le fil qui arrive du coil, il arrive sur le transistor ici. OK? C'est le petit fil qui est mauve, blanc, noir, qui s'en va sur le transistor. Ça, c'est son ground.
Et puis, il y a un fil rouge et jaune qui s'en va au coil ici. Et il y a un fil de ground noir et vert et jaune qui, lui, s'en va sur la fuse qui est ici. OK, ça fait que les deux fils qui activent le coil sont là. J'ai vérifié la fuse et elle fonctionne très bien. D'ailleurs, j'ai vérifié toutes les fuses ici. Et il y avait deux fuses ici qui n'étaient pas de la bonne valeur. Donc ça, c'est une vérification très importante à faire. Toujours s'assurer que les fuses sont de la bonne valeur. Ici, c'est supposé être des 1 A slow blow et c'était des 2 A slow blow. Alors, ici, c'est des 2 A slow blow. Ça, c'est correct. Ça a été changé. 1 A slow blow partout. Là, ce qu'on a à faire, il y a deux choses. Soit c'est le transistor ici qui est pété. J'ai vérifié avec mon multimètre et je vois absolument aucun short. Il n'y a pas de continuité sur les deux pattes. Donc, ça, normalement, ça ne serait pas supposé être ça le problème. Mais, quand même, je vais essayer de trouver une pièce dans un petit marché électronique ici, en espérant qu'ils tiennent cette valeur de transistor-là. J'aime ça, rêver en couleur. Et puis, après ça, je vais vérifier encore une fois, est-ce qu'il y a un fil ici de dessoudé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait en sorte, parce que c'est important que les deux petits fils rouges, de chaque bobine soient bien soudés à chacun des coils, des petits logs. J'ai vérifié, je suis capable de bien activer le shaft. Donc ça, c'est pas nécessairement ça le problème, même si je vais tout démonter le mécanisme pour le nettoyer pour être sûr qu'il y ait le moins de friction possible. Mais c'est pas un cas où le coil a jammé puis retenu le shaft à l'intérieur. Donc l'étape que je suis rendu, c'est le démonter, vérifier le coil. Et si c'est pas ça, il y a des fortes chances que ce soit lui, que même s'il n'est pas court-circuité, qu'il y ait quand même une défaillance. Quand vient le temps de tester si un coil a la bonne valeur de ohm, je suggère d'aller sur pinballmedic.net, sur lequel il y a une chart des valeurs de coil de pas mal toutes les machines confondues. Dans ce cas-ci, je vais dans la Gottlieb Solenoid Relay Coil Wire Trend and Resistance Chart. Et le coil qui me fait défaut en ce moment, c'est le 18318. Celui-ci m'indique que c'est bel et bien le Ford Target Bank Reset Coil et que sa valeur serait supposée être de 6.7. Alors, je vais aller vérifier. Évidemment, il y a une certaine tolérance à ça, là. C'est sûr que si j'ai 12, ça ne marche pas. Si j'ai 1, ça ne marche pas. Mais si j'ai, selon moi, entre 6.3, 7.1.2, normalement, là, ça devrait être tolérable comme écart. Alors, on va aller vérifier si c'est une valeur qui est dans ce range-là pour le coil. Je me suis fait un petit setup de fortune pour vous montrer d'une seule main comment tester la valeur d'un coil. Alors, je me suis mis justement en mode ohm sur mon multimètre. J'ai une de mes pépines de poignée sur une des logs et je mets en fin de compte la deuxième sur l'autre log. Et là, j'ai une valeur de 7.4, 7.3, 7.3, 7.2. Ce qui veut dire que c'est un petit peu haut, mais c'est tolérable. C'est dans le range, en fin de compte, acceptable du coil. C'est-à-dire que celui-ci n'est, selon moi, pas défectueux. Et puis, je le regarde, il est franchement très, très clean. L'intérieur du sleeve, c'est à se demander s'il a fonctionné. Le fait d'être capable de facilement sortir et rentrer le sleeve d'un coil indique aussi à quel point il peut être en bon état. Et dans ce cas-ci, il n'y a vraiment aucun problème sur lui. Vérifier la diode est vraiment correct aussi. Ce qui me porte à croire que ce qui me fait défaut en ce moment, ce n'est pas le coil, mais très possiblement ce transistor-là. Question de me donner un petit break de cerveau, là, puis d'arrêter de piocher sur le même endroit. J'ai décidé de changer toutes les lumières des inserts parce que je me suis rendu compte qu'il y avait presque 75% des lumières qui fonctionnaient mal. Alors, tout ce qui est insert dans le playfield se change facilement en simplement pliant la languette de métal. On enlève et on met une nouvelle ampoule et on en profite aussi pour nettoyer par en dessous le petit plastique qui lui est très souvent très sale. Il m'en reste juste un à faire qui est ici, juste là, c'est la petite insert du extra ball. Et puis ça vous permet aussi de savoir si vous avez un insert qui est sur le point de décoller parce qu'en appuyant un petit peu de pression dessus, puis si ça commence à sortir, ben c'est pas un mauvais moment de faire une certaine prévention puis de l'enlever carrément puis de le recoller comme il faut. Parce que normalement, c'est pas supposé partir facilement cette affaire-là. Alors, je pige dans mon super pack de 100 ampoules et c'est des 47 à baïonnette. Pourquoi des 47? Parce qu'à l'origine, ils mettaient des 44. Les 44 éclairent très fort, mais
parfois, en fait, ils font beaucoup de chaleur pour éclairer plus fort. Les 47 éclairent un peu moins fort, mais ils chauffent moins. Donc, ils ont moins de possibilités de faire un petit warping de plastique et surtout, ils vont moins affecter le backglass. Parce que vous voyez ici, si justement toute la peinture ici est partie, c'est parce que la lumière 44, ouais, à force de flasher, elle a fait sécher la peinture, puis avec les vibrations, ça s'écaille. Vous voyez, ça c'est de la peinture qui est sur le point de tomber parce que justement ça l'a séché. Donc il y a carrément une ampoule en arrière de cette section-là qui fait sécher la peinture. On va revenir plus tard sur qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir et réparer ça. Mais bref, je voulais juste montrer en fait que là j'ai changé toutes les... Ah, il me reste ces deux rails-là. C'est quand même assez pratique. Il s'agit de dévisser la vis ici et là. On retire la braquette et on peut facilement changer toutes les ampoules et nettoyer les sockets sans être trop pogné dans des fils. Bon, eh bien, je me trouve extrêmement chanceux avec mon histoire de transistor, car voyez-vous, le 2N5875 est quand même assez difficile à trouver comme pièce. Évidemment, il s'est créé des équivalents par la suite, et un de ceux-ci est le MJ2955. Le MJ2955 est, semble-t-il, les mêmes specs que celui-ci. Et en plus, bon, ben, c'était un TO3. Sinon, il y aurait eu aussi le type 36C qui aurait pu faire, mais c'est pas le même format de transistor. Alors, je suis très content d'avoir un TO3 qui va se remettre dans le socket. Très, très, très important. C'est pas parce qu'ils ont les mêmes valeurs qu'ils ont nécessairement les mêmes emplacements pour le base and limiter. Parce qu'un transistor, en fait, c'est composé de trois... Il y a trois connexions, en fait, compte sur un transistor. Il y a le collector, le base et le emitter. Le collector, c'est en fait le ground. Dans ce cas-ci, une aide mémotechnique. Dites-vous que le case, c'est le collector, donc CC. Mais le base et l'emitter, eux, leur position change d'un fabricant à l'autre. Alors, c'est pas nécessairement parce que lui a le base à gauche que ça va être le cas pour lui aussi. Là, dans ce cas-ci, je suis allé voir sur Internet, je suis allé voir son datasheet et j'ai pu en fait trouver que le base est en effet sur la pin numéro 1 et l'emitter sur la pin numéro 2. Alors, je vais vérifier si c'est vraiment ça sur celui-là aussi. Mais bref, je vais m'assurer que chaque fil va à la bonne place pour pas qu'il y ait de problème. J'ai complètement démonté toutes les pièces du playfield et j'ai même dévissé tout ce qui est target, petit wire de métal pour que ce soit en dessous du playfield pour que j'ai la surface la plus plane possible pour travailler. Parce que quand je vais être rendu à faire des retouches de peinture, je risque de me pencher sur le playfield. Je ne veux pas accrocher des switches. Après ça, on a un playfield qui a vraiment eu la vie dure. On voit qu'il y a eu l'humidité. Toutes les petites lignes comme ça, là, les pertes de peinture comme ça, c'est dû à l'humidité. Le plateau de jeu étant fini de nettoyer, c'est maintenant l'heure de la peinture. Ici, j'ai regroupé toutes les couleurs que je vais avoir besoin pour faire des retouches sur la Joker Poker. Je suis très chanceux, c'est des couleurs extrêmement primaires, vraiment pas difficile à trouver un match assez parfait. Et ça aide beaucoup aussi d'avoir une conjointe artiste peintre. J'ai donc accès à une banque de couleurs acryliques très variées. Et dans ce cas-ci, j'avais besoin justement de magenta, rouge, noir, bleu foncé, bleu pâle, jaune et blanc. Alors, pour être capable de faire un match le plus parfait possible avec votre playfield, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un plateau sur lequel vous avez vos couleurs et l'autre juste pour faire des tests de matchage. Alors, ce que je fais, par exemple, pour le rouge ici, c'est un rouge extrêmement primaire et j'ai été chanceux, j'ai pris carrément le rouge à même la bouteille et ça m'a donné une couleur qui, une fois qu'il est séché, sensiblement identique à la couleur. Évidemment, je ne serais pas capable d'avoir parfaitement la couleur, mais de toute façon, c'est simplement pour tellement des tout petites retouches que ça paraîtra pas beaucoup. Évidemment, la zone la plus importante que je vais avoir à peindre, c'est celle du pop bumper ici, qui a été vraiment très usée. Donc, ça va paraître un petit peu, mais ça va être, on s'entend, extrêmement mieux que la condition actuelle. Alors, voici pour le rouge. Prochaine couleur, disons donc le blanc qui a énormément jauni avec le temps. Si on voit ici, le blanc il était déjà quand même pas si jaune. Ça, c'est une section qui était en dessous d'un petit post de plastique. Donc, la couleur originale a été sensiblement assez préservée. On voit qu'avec l'usage du temps, le blanc a viré quand même pas mal sur le jaune. Alors, j'ai pris mon blanc. J'ai mis quand même une bonne petite couche de jaune dessus. Peut-être je vais en mettre un petit peu plus, mais il faut y aller mollo quand on rajoute du jaune parce que ça salit la couleur assez rapidement. Après ça, pour le magenta ici en haut, encore une fois, je suis chanceux, j'ai un magenta déjà disponible qui est
quand même. Ah, non, c'est ça. C'est lui qui est ici. Lui, je vais devoir le pâlir un peu. Il y a une petite coche trop foncée à mon goût. Parce que, voyez-vous, c'est ça, là, on comprend assez vite que j'ai mis toutes les couleurs d'une shot sur mon petit plateau de plastique. Comme ça, une fois qu'ils ont séché, je peux vérifier toutes mes couleurs rapidement. Après ça, bon, ben, le noir, c'est tel que tel. Il faut aller chercher le noir le plus pur possible et c'est sûr que vous allez avoir un match assez parfait. Finalement, le bleu, qui est quand même assez difficile à aller matcher parce que c'est loin d'être un bleu royal ou un bleu pur. Il donne un petit peu sur le vert. Alors, ce que j'ai pris, en fin de compte, c'est que premièrement, avec mon bleu, je l'ai foncé une petite affaire avec le bleu royal ici. Et par la suite, je l'ai un petit peu verdoyé avec du jaune. J'en ai ajouté un petit peu. Et ça m'a donné, en fait, une couleur qui est franchement très, très proche de l'original. Alors, je suis très content de ce petit mix-là. Ce que je vais commencer à faire, je vais y aller, en fait, avec la couleur rouge. Je vais faire la plus grosse portion en premier pour m'encourager. J'aime bien toujours commencer par le plus difficile quand je fais un projet. Je suis comme ça. Et puis, une fois que je vais avoir terminé le rouge, je vais faire bleu, blanc, jaune. Et je vais terminer par le noir pour faire après ça tout ce qui est insert autour. Ça risque d'être le plus funky, mais c'est ça, ça va permettre, comme par exemple ici dans les inlanes, ça va être beaucoup plus facile pour moi de faire les retouches de noir une fois que je vais avoir déjà mis le rouge et le jaune dans les sections ici. Alors voilà, les retouches de peinture sont maintenant terminées. De plus, j'ai rajouté 5 couches de cire pour sceller adéquatement la peinture de façon à ce qu'elle ne s'écaille pas trop rapidement. Évidemment, on ne peut pas complètement arrêter les ravages de l'utilisation d'une machine à boules, mais au moins on peut la ralentir et c'est ce que je crois que j'ai réussi à faire avec ce Playfield. Alors, le moment tant attendu du réassemblage. Hey, je crois que j'ai oublié de filmer une étape, mais bon, hein, il n'est jamais trop tard pour vous montrer les avancements. Alors voilà, le Playfield est complété d'assemblée. Toutes les pièces ont été installées. Vous voyez comment c'est shiny grâce à plusieurs couches de cire. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est que, bon, j'ai réassemblé les flippers. Ça a bien été. Là, je suis en train de réassembler. Je suis en train de réassembler les pop bumpers. Alors, ils sont assemblés du dessus. Il me reste à faire l'assemblage qui va en dessous. Le truc que je voulais vous donner, c'est que bon, moi j'en ai quand même fait pas mal plusieurs, fait que je sais pas mal du premier coup comment le réassembler sans problème. Mais si jamais vous faites ce travail-là, désassemblez pas tous vos kits du premier coup, ok? Comme par exemple, j'en ai conservé un complètement assemblé, juste pour avoir un repère rendu au niveau de l'assemblage, pour savoir exactement dans quel sens va quelle pièce, pour être sûr que si vous allez assembler tout ça du premier coup. Alors voilà, je finis d'assembler les pop bumpers, après ça on nettoie les drop targets, et après ça, il en reste encore un peu. Nous y voici donc. La Joker Poker est terminée. C'était un très très long parcours, très fastidieux. Et je suis désolé de ne pas avoir pu filmer chacune des étapes comme j'aurais voulu le faire. Ça a été vraiment un long périple. Il y a des moments où tu veux juste pas sortir la caméra parce que c'est juste trop déprimant de dire est-ce que ça va fonctionner ou non. Bref, Joker Poker. La Joker Poker terminée. Avant de tout ouvrir, j'aimerais faire quand même un récapitulatif de tout le travail qui a été fait dessus. C'est donc on part vers le bas. On a les pattes qui ont été bien frottées, astiquées pour enlever sensiblement la plus grande quantité de rouille. Évidemment des nouveaux leg levelers. La porte a été très nettoyée, en fait sans virer complètement mon gol. J'ai enlevé tout ce qui est traces de toile d'araignée et autres résidus notoires. C'est sûr qu'il reste encore quand même pas mal de rouille à certains endroits, mais en tout et partout, c'est quand même plus propre. Nouvel autocollant. Si on ouvre tout ça, voyons voir comment je vais me débrouiller, enlever une vitre avec une seule main. Oh! Bon, j'ai triché, j'en ai utilisé deux. Le plunger a été complètement reconditionné, nettoyé. Les flippers ont été... En fait, tout le plateau a été complètement démonté. Au complet, il ne restait plus rien. J'ai fait toutes les retouches de peinture parce qu'il en manquait beaucoup. Tous les contours noirs étaient sensiblement disparus. Ici, ça a l'air de rien, mais il n'y avait pratiquement plus de peinture non plus. Il y avait beaucoup de bleu manquant aussi. Et puis ici, il n'y avait plus aucun rouge autour des pop bumpers. Il y avait une espèce de petit plastique protecteur en dessous que j'ai enlevé. Toutes les drop targets ont maintenant des nouveaux autocollants. Et ils ont tous été, en fin de compte, nettoyés et changés. Il y en avait deux de cassés.
Évidemment, tout ce qui est ampoule est neuf. On va voir ça plus tard quand on va l'allumer. Hein, on va l'habiller. Le travail le plus colossal, c'est évidemment passé en dessous. Une toute nouvelle planche a été mise. Tous les assemblages ont été démontés. Même chose pour la lockdown bar ici qui a été quand même frottée pas mal. Même chose pour les chimes que j'ai complètement nettoyé. Évidemment, en changeant la planche, il a fallu que je refasse tout le petit setup d'interrupteur. Le cabinet a été resolidifié avec des braquettes. Tout le plateau a été complètement nettoyé. Tous les assemblages de drop target ont été démontés et nettoyés. Les flippers ont été démontés et reconditionnés. Même celui-là ici, parce qu'il y a un petit flipper là. Les assemblages de pop bumper aussi ont été démontés et nettoyés. Toutes les coils ont été démontées et nettoyées. Il y avait une très grande quantité de diodes de pété sur cette machine-là. Celle-là était pétée. Celle-là, le coil ici était brûlé, il a été changé. Après ça, si je ne me trompe pas, celui-là aussi. Il y avait aussi la diode du knocker de pété, la diode des points de sang qui étaient pétés. Toutes ces diodes pétées-là ont fait en sorte que ça a fait sauter le bord de Pascal Janin que j'ai installé dans la tête au début. Si vous avez une système 1, vérifiez toujours votre knocker et votre sound chimes parce que c'est réputé en fait pour sauter. La banque de drop target des rois ici a été particulièrement problématique parce que ça sautait tout le temps le transistor ici pour me rendre compte que finalement c'était sur le bord qu'il y avait de quoi de sauter. Donc j'ai dû en fin de compte vérifier exactement que toutes mes sockets de fuse étaient corrects, retrouver un transistor compatible, tout réinstaller ça. Fait ça, il y a vraiment beaucoup de temps qui a été passé sur ça. Il y a plusieurs ampoules qui ne fonctionnaient pas. Il a fallu en fait que je repasse chacun des sockets de lumière un par un et que je nettoie l'oxydation sur le ground que j'ai twiggle. Il a fallu que j'en change deux. Lui, il était irrécupérable, il était vraiment busté. Lui aussi, ça fait que j'ai changé des sockets de lumière. Les autres devraient tenir, mais ils ont vraiment nécessité beaucoup de travail. Même qu'il y a des ampoules en les enlevant, que le fond du socket de l'ampoule restait pris dans le socket. Fait que vraiment beaucoup de temps a été passé à juste faire en sorte que toutes les lumières allument. La tête maintenant. Alors, ce que vous voyez, c'est un bas-glace qui a été complètement retouché à plusieurs endroits pour la peinture. Est-ce que ça paraît? De premier coup d'œil comme ça? Est-ce que ça paraît? Parce qu'il y a vraiment eu énormément de retouches. Le problème avec les Gottlieb de ces années-là, c'est que la peinture était extrêmement fragile à la chaleur des ampoules. Et puis, ça fait en sorte qu'avec les vibrations, il perdait des gros morceaux de peinture. Alors, vous pouvez remarquer, entre autres, toute la peau a été retouchée à plusieurs endroits. C'est pas aussi parfait que j'aurais aimé parce que c'est pratiquement impossible de refaire l'effet de la peinture sérigraphie. Mais ça sauve vraiment la donne parce que c'était vraiment triste parce que les filles avaient en fin de compte une peau complètement percée de trous. Donc, par exemple, toute cette zone-là a été repeinte. Cette zone-là ici. Toute la zone ici a été repeinte. Le Game Over est peut-être la section que j'ai eu le plus de misère parce que c'est pas évident parce qu'il y a du texte. Il fait qu'il faut que je travaille avec la transparence. Le jaune ici a été refait. Beaucoup. En fait, tout ce qui est peau. Le Shoot Again a été refait ici. Énormément de peinture a été refaite aussi. Énormément. En fait, beaucoup de peinture a été refaite dans les fleurs. Alors, voyons voir ce que ça donne en arrière. Alors, vous pouvez voir les retouches de peinture que j'ai fait ici, le Game Over, toutes les retouches qui ont été faites dans la peau et le orange. L'important quand on fait des retouches, c'est de juste mettre de la peinture aux endroits où la peinture est tombée. Parce que si vous en mettez où est-ce qu'il y en a déjà, ça va faire une addition de peinture, ce qui fait que la lumière va passer moins bien. Donc, ça va vraiment paraître qu'il y a eu des grosses retouches. Après ça, il y a les autres retouches là. Après ça, les fleurs ici. Fait que, vous voyez, c'est moins intéressant de regarder ça à l'arrière. Mais quand on regarde ça du devant, de la position du joueur, c'est franchement très acceptable. Les afficheurs n'ont pas été touchés. Surprenamment, ils sont très stables. Alors, if it works, don't fix it. Alors, je ne toucherai pas sur vos afficheurs. Ils sont bien solides. Et voici le board Pascal Janin P1X4 tout en un qui remplace en fin de compte les trois boards originales. Originalement, il y a un board de Power Supply ici. Il y a le MPU là, puis il y a le board des Solenoid Drivers. Alors, tout est résumé en un seul board. Et il m'a causé beaucoup de soucis parce que justement, quand je l'ai installé la première fois, il y avait beaucoup de diodes de pété. Ce qui fait que même s'il y a une protection sur ce board-là, ça a causé des problèmes. Disons que c'était un petit peu trop pour lui. Et puis il a fallu en fait que je change la puce ici, que je change les transistors là.
J'avais oublié une résistance ici qui causait le trouble que je n'étais pas capable de trouver. Alors, je me suis trouvé un petit peu cocombe là-dessus. Mais des fois, quand tu travailles sur plusieurs projets en même temps, puis tu retouches à ce projet-là juste une semaine, une couple de semaines après, ça se peut que tu en aies oublié. Ce qui est très intéressant avec ce board-là, c'est qu'il gère à la fois les chimes, donc les petites clochettes, mais aussi un haut-parleur. Alors, à l'origine, le Joker Poker n'avait pas de haut-parleur. Mais c'est possible d'en mettre un. Alors, je me suis trouvé un petit haut-parleur vraiment de fortune en attendant. Avec le fil, c'est juste que j'ai fait un test, puis en ce moment, il est extrêmement bien aimanté à la plaque de métal là, fait qu'il ne bougera pas de là, le temps qu'on veut juste tester, voir est-ce qu'on aime ça ou non. Et puis, si on aime ça, ben, peut-être qu'on pourra le passer à l'intérieur et le faire sortir par le cabinet, par en dessous, je ne sais pas. Alors, ça sera à la